Bonjour et bienvenue à cette petite conférence sur les relations amoureuses. Alors, le 14 février approche et je me suis dit, tiens, pourquoi pas nous lancer dans une petite conférence sur les relations amoureuses. Je vais vous présenter d'abord un petit peu qui je suis et ensuite on va aborder doucement ce que j'ai peut-être à vous transmettre aujourd'hui concernant les relations amoureuses. Alors, donc, ça fait une vingtaine d'années, peut-être même plus de 25 ans même, je ne compte plus les années, où je fais de la pratique intuitive. J'ai développé une approche qui s'appelle l'écoute imaginaire, qui permet donc de développer l'intuition, les soins de déprogrammation et de guérison, en utilisant d'abord et avant tout l'imaginaire comme un outil pour arriver à le faire. Donc, ça veut dire que toute personne qui a reconnu que l'imaginaire est un mode de communication, dans lequel je peux voyager en moi comme je peux voyager vers un partenaire, ben, il comprend quelque part qu'il est possible pour lui de le développer en suivant une méthodologie de travail. C'est ce que j'ai cherché à mettre en place dans la pratique de l'écoute imaginaire. Donc, ceux qui seront intéressés à en savoir un peu plus peuvent visiter le site de l'écoute imaginaire www.écouteimaginaire.com. Alors, vous avez des enseignements qui se font sous la forme web, donc sous forme audio et vidéo. Et vous avez des enseignements évidemment en personne qui se font tant au Québec qu'en Europe. Pour ceux qui seraient intéressés à en savoir un peu plus long, ben, visitez le site. Donc, les relations amoureuses. Alors, évidemment, en tant que thérapeute intuitif, une des principales sujets où les gens veulent rencontrer un thérapeute intuitif, c'est souvent dans les relations amoureuses, pour la simple raison qu'on a un désir d'être en relation. On n'y en est pas certain. On va aller voir un thérapeute intuitif. On est dans une période de deuil concernant une relation amoureuse, on va aller voir un thérapeute intuitif pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. Donc, tous les prétextes sont bons pour rencontrer un thérapeute intuitif lorsqu'il s'agit des relations amoureuses. Donc, vous comprendrez qu'à travers les années, ça fait un certain nombre d'années que je pratique, j'ai donc eu l'opportunité de rencontrer plusieurs situations relationnelles concernant ces relations amoureuses, et je me suis dit, ben tiens, peut-être que ce serait intéressant de faire une petite présentation, un petit résumé de ce que j'ai pu observer et qui peut peut-être permettre à certains d'entre vous de définir justement les principales bases permettant à ce qu'une relation amoureuse puisse trouver sa juste expression. Alors, d'abord et avant tout, évidemment, je vais peut-être aborder le thème de l'authenticité, puisque le thème de l'authenticité exige que moi, avec moi en tant qu'être humain, je sois capable d'être vrai. Alors, avant même d'aborder la relation vers l'autre, je dois être capable d'aborder la relation vers moi. La relation vers moi implique que je sois capable de prendre un papier et un crayon, par exemple, et que je sois capable de me dire à moi-même ce que j'ai envie. Ce que j'ai envie face à moi en tant qu'individu, donc même pas en face envers une relation autre. Mais vraiment prendre le temps de regarder en moi qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me donne envie de vivre, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui fait que ma vie est excitante, est enrichissante. Donc, prendre le temps de prendre un papier et un crayon et de noter simplement les éléments de base qui font que ma vie est excitante et que j'ai envie qu'elle se poursuive, parce que justement je fais des choses qui me plaisent, c'est fondamental. Alors, si jamais vous n'êtes pas capable de me répondre que vous avez envie de vivre parce que vous avez des choses extraordinaires que vous vivez présentement, ou vous avez des passions ou des intérêts, ben, je vous dirais que la première chose que vous avez à faire, sans aucun doute, c'est de commencer à identifier de quelle façon que vous pourriez vous faire plaisir. Se faire plaisir, ça peut être tout simple. Par exemple, je peux avoir un travail qui m'ennuie, une vie qui m'ennuie, je suis peut-être seul actuellement et je trouve ça ennuyant. Mais peut-être que je peux poser un regard sur ma propre vie en me disant, mais de quelle façon que je pourrais prendre soin de moi, de quelle façon que je pourrais m'aimer, de quelle façon que je pourrais faire des petites actions qui me feraient du bien. C'est là qu'on va commencer simplement à développer une forme d'appréciation de soi. On va porter de l'attention vers soi. Un peu comme si j'étais désireux de prendre soin de moi, de me faire attention à moi pour finalement m'aimer. Donc la première relation amoureuse que l'on doit peut-être apprendre à développer dans sa propre vie, c'est avec soi-même. Et souvent, malheureusement, cette capacité de nous aimer, elle est assez réduite, elle est assez peu importante, parce qu'on mise beaucoup sur les relations amoureuses, beaucoup sur l'autre finalement, qu'on cherche à plaire, qu'on cherche à acquérir, qu'on cherche à convaincre de notre amour, et souvent on néglige complètement notre propre capacité à nous aimer. Donc l'authenticité pour moi est vraiment fondamentale, puisqu'elle me ramène d'une part à reconnaître c'est quoi mes envies, c'est quoi mes désirs, c'est quoi mes pulsions qui font que seul avec moi-même je peux être heureux,
première chose. Et dans un contexte à deux, qu'est-ce qui fait que moi, je peux me sentir à l'aise avec une autre personne? Alors, être authentique, ça veut donc dire être capable de porter une attention vers soi pour constater que la personne qui est devant moi, elle peut me plaire sur plusieurs plans, mais il y a peut-être des éléments qui me dérangent chez elle. Ça ne veut pas dire que je vais remettre en question la relation parce que ces éléments-là me dérangent, mais je vais peut-être prendre le temps de les identifier et de les reconnaître, de poser un regard dessus intérieurement, j'entends, et non pas avec mon partenaire pour tout de suite, pour ensuite me dire, bon, ben voilà, il y a des éléments qui me dérangent dans cette relation-là, qu'est-ce que j'en fais? Donc, évidemment, la première question à se poser par rapport à ces éléments-là qui nous dérangent, c'est en quoi ils me touchent. En quoi cette personne-là, lorsqu'elle fait telle chose, par exemple, ça me dérange. C'est-à-dire que j'apprends, d'une part, à reconnaître que j'ai donc une certaine responsabilité dans la réactivité que j'ai dans la situation ou dans les gestes que cette personne-là peut poser. Donc, j'apprends à devenir responsable de ce qui me dérange de la relation et non pas de me voir comme une victime. Une victime, ce serait de me dire, ben voilà, j'endure la relation. J'endure certains comportements de mon partenaire. Je crois que c'est peut-être pas la bonne façon d'aborder une relation, que de se mettre dans une position où, par amour pour cette personne-là, on va endurer un certain nombre de choses. Je crois qu'il serait sans doute intéressant de pouvoir réfléchir justement, dans un premier temps, à de quelle façon que moi, je peux porter un regard sur ce qui me dérange pour me rendre compte que j'ai une responsabilité là-dedans, c'est-à-dire que j'ai en moi des blessures, possiblement, des expériences de vie qui font que le comportement que mon partenaire peut manifester dans certains moments vont me déranger. Le fait que je sois capable de reconnaître cela me permet justement de poser un regard déjà intéressant dans la relation, puisque je ne suis pas une victime. Je suis quelqu'un qui reconnaît qu'il y a des éléments qui peuvent le déranger dans son partenaire, et il reconnaît aussi qu'il a donc une certaine responsabilité dedans cela. C'est le fameux phénomène de résonance, ce qu'on peut appeler la fameuse loi de l'attraction. La loi de l'attraction, on met beaucoup l'emphase sur le fait que pour devenir riche, on doit penser fortement à cette idée qu'on va devenir riche pour accéder à la richesse, ce qui est une règle qui est juste. Mais évidemment, avant de pouvoir accéder à cette justesse-là, c'est-à-dire à pouvoir commander ce que l'on veut de la vie, ben on doit bien comprendre qu'on est tout petit sur Terre et que la vie est plus grande que nous, et on doit se le rappeler à chaque instant pour bien comprendre que ces lois, finalement, ne servent pas à l'être humain, c'est-à-dire ne servent pas à moi. C'est pas moi qui va décider que cette loi de l'attraction-là, je vais en faire ce que je veux. C'est plutôt justement que la vie va m'enseigner à quelque part à constater que cette loi de l'attraction, elle existe, par le simple fait que je vais attirer à moi des relations amoureuses qui vont me confronter à des expériences, qui vont me confronter à devoir faire un travail sur moi-même. À partir du moment où je comprends cela, je commence effectivement donc à constater que la relation que j'ai avec mon partenaire est une relation effectivement qui est une relation dans laquelle j'ai un aspect commun avec cette personne-là. C'est-à-dire qu'il y a une résonance qui existe, et cette résonance-là indique justement que ce qui peut me déranger cette personne-là a donc une résonance avec moi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose avec moi que j'ai aussi à porter regard, et que dans ce sens-là, la relation me sert peut-être comme un outil, comme un moyen de pouvoir faire un travail sur moi-même, pour délier des nœuds émotionnels que je peux avoir vécu, et donc dans ce sens-là, effectivement, permettre aussi à la relation de pouvoir s'épanouir sous une forme différente que celle que je pourrais voir au départ, c'est-à-dire, par exemple, voir que dans une relation, je sens un potentiel de colère en moi par rapport à mon partenaire qui a un certain comportement, être capable de lui en parler, être capable d'être authentique avec moi, d'être capable de regarder en moi en quoi cette colère-là me dérange tant, en quoi, évidemment, cette personne-là, quelque part, a aussi un vécu qui exprime cette colère-là, de quelle façon que je peux aussi cheminer de mon côté et amener mon partenaire à cheminer de son côté pour que, justement, on puisse délier les nœuds émotionnels de cette dynamique-là et qu'on puisse accéder à quelque chose de plus constructif et de plus positif. Donc, je vous dirais que le premier élément fondamental de la relation, c'est certainement moi avec moi. C'est-à-dire, avant même d'aborder l'autre, je dois m'assurer que tout ce que je peux faire de mon côté pour être vrai avec moi et être capable d'avoir une relation la plus juste possible avec mon partenaire, mais ce serait déjà beaucoup. Ce serait finalement me retrouver dans une position où je pourrais me dire, ben voilà, je me sens bien avec moi, je sens que dans la relation que j'ai avec mon partenaire, il y a donc une évolution, une progression, et je verrai par la suite comment cela va évoluer. Mais l'important, c'est que moi, dans les meilleures conditions possibles, je me sens bien dans la relation parce que je ne me sens pas dans une position
où je me prive de quelque chose, où je subis quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, vous comprendrez ici que juste cette étape-là que je viens de vous nommer est une étape importante, que dans mes lectures intuitives, j'ai vu peu de fois des gens qui avaient la maturité pour être capables d'avoir une relation juste comme celle que je viens de vous nommer. C'est-à-dire que moi, avec moi, j'ai déjà énormément de difficultés à me sentir à l'aise, à oser exprimer ce que je ressens au fond de moi-même par rapport à une relation, parce que j'ai l'impression que ça va déplaire à mon partenaire, que ça pourrait lui faire du mal, qu'il pourrait ne plus m'aimer parce que je vais lui dire quelque chose de désagréable, et ainsi de suite. Donc, vous comprendrez que cette première phase est vraiment importante pour moi. Elle demande de votre individualité à vous de poser un regard amoureux envers vous-même, dans lequel vous cherchez justement à reconnaître effectivement tout ce que vous pouvez identifier en vous que vous pouvez faire pour chercher à ce que la relation puisse être la plus harmonieuse. Vous avec vous-même pour commencer, évidemment. Donc, avec vous-même quand vous êtes seul, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être bien? Et quand vous êtes avec votre partenaire, quelles sont les conditions qui vont faire que la relation sera la plus positive, la plus harmonieuse possible? Donc, s'il y a des éléments qui vous dérangent dans la relation et que vous n'êtes pas capable de gérer, mais organisez-vous pour en parler avec votre partenaire pour que les moments où se produisent ces moments de désagrément qui vous dérangent, que vous vous organisiez justement pour être le moins souvent possible en contact avec votre partenaire dans ce type de situation-là. Pour apprendre dans un premier temps à respecter ce que vous êtes et à faire comprendre à votre partenaire que vous avez envie d'une relation respectueuse dans laquelle vous n'allez pas vous sentir obligé à subir quelque chose que vous ne pourriez ne pas être capable d'accepter. Je dis bien que vous ne pourriez ne pas être capable d'accepter pour bien mettre en évidence qu'il ne s'agit pas non plus de pointer du regard à votre partenaire en disant « tu n'es pas correct », mais de bien lui faire comprendre que nous avons des limites parce que nous avons aussi un vécu à l'intérieur de notre propre vie et ce vécu-là a entraîné des blessures qui fait que je ne suis pas toujours capable de pouvoir accepter tout d'une relation avec une personne parce que j'ai mes propres limites. Alors à partir du moment où on est respectueux de ça, on développe une relation qui va peut-être fonctionner plus lentement, qui va peut-être fonctionner à l'intérieur de restrictions, mais qui va être la plus vraie possible, la plus honnête possible envers soi-même et qui va faire qu'on va aller chercher ce qu'il y a de mieux de la relation, puisque notre partenaire va nous apporter effectivement ce qu'il y a de mieux en étant attentif lui aussi de son côté aux efforts qu'il doit faire pour éventuellement éviter le plus possible de se mettre dans une position où effectivement la dynamique émotionnelle qui est peut-être perturbatrice pourrait se mettre à jour. On va essayer d'éviter ça tous les deux. Donc, dans un premier temps, une forme d'authenticité que j'ai avec moi-même, et ensuite je le partage avec mon partenaire d'une façon constructive, non pas en l'accusant, mais en cherchant justement à mettre en évidence que j'ai envie à quelque part que la relation fonctionne, et que pour ce désir-là, je vais faire des efforts de mon côté pour justement, moi, reconnaître mes torts, reconnaître que j'ai des choses à travailler en moi, que je ne peux pas reprocher simplement à mon partenaire qu'il est comme ça. Je reconnais que j'ai donc un travail à faire. Je reconnais qu'il a un travail à faire. Et je reconnais de quelle façon qu'on peut construire ensemble une relation respectueuse en sachant que tous les deux, nous avons des limites et que nous sommes peut-être aussi fragiles et que nous ne pouvons pas effectivement faire un changement du jour au lendemain. Donc, vous voyez que pour moi, ce serait mon premier conseil. Ce serait donc d'abord et avant tout de chercher à développer cette fameuse authenticité-là, qui n'est pas facile véritablement, je vous le dis, puisque à travers les années, je vous parle de ma propre vie personnelle ici, à travers ce que j'ai observé dans ma pratique avec les clients qui sont venus me voir, combien c'est difficile que cette première phase-là puisse se concrétiser. Donc la première phase, c'est cette authenticité-là avec moi-même et progressivement, évidemment, être capable de chercher à développer une authenticité avec mon partenaire sans chercher à l'accuser, sans chercher justement à le reconnaître comme étant la source du problème, mais en respectant le plus possible nos propres limites. Alors, si effectivement notre partenaire a des grosses problématiques et qu'il nous fait subir des choses que nous ne trouvons pas acceptables, inévitablement, nous allons devoir, par notre authenticité envers nous-mêmes, reconnaître justement que cette relation ne nous convient pas. Encore là, ce ne sera pas pour l'accuser que nous allons lui dire ça, mais simplement parce que nous allons vouloir nous respecter. Alors, le respect est fondamental là-dedans. Je peux accepter d'accepter une relation jusqu'à un certain point. Donc, de peut-être pas la subir, mais d'accepter une relation jusqu'à un certain point, d'accepter une certaine dynamique relationnelle jusqu'à un certain point. Mais à partir du moment où cette dynamique-là dépasse les limites que j'ai établies, à ce moment-là, c'est plus possible. Donc, on peut envisager aussi que dans cette relation d'authenticité que j'ai avec mon partenaire, j'ai envie peut-être de développer un genre de contrat avec lui.
Un contrat qu'on peut même prendre carrément sur un papier, qu'on va écrire avec des points et 1, 2, 3, etc. et dans lequel nous allons chercher à lui exprimer quelque part l'entente que nous avons. Une entente qui pourrait être une entente de 3 mois, une entente de 6 mois, une entente d'une année. Alors, je parle d'un couple nouveau comme je parle d'un couple ancien, c'est-à-dire que pour justement relancer la relation, pour lui redonner justement une couleur nouvelle, on peut peut-être mettre l'emphase dans l'idée que nous sommes responsables d'une entente commune que nous avons établie ensemble, qui peut durer un certain laps de temps et dans lequel nous allons avoir un objectif. Alors peut-être que le contrat va durer 3 mois, mais ça veut donc dire que dans 3 mois, on va réévaluer le contrat, on va réévaluer les points qui ont été effectivement proposés dans ce contrat-là. Est-ce qu'on les a respectés? Et à partir de là, on va pouvoir relancer le contrat dans la mesure qu'on a tous les deux envie de le faire, et ainsi de suite. Là, évidemment, après un contrat de 3 mois, on va peut-être avoir envie de faire un contrat de 6 mois, et ainsi de suite. Alors, on fait ça, évidemment, dans son temps qu'on en ressent le besoin, mais c'est une façon, effectivement, de mettre à plat, en quelque part, les problématiques qui sont, qu'on a en soi et qu'on voit, effectivement, dans la dynamique relationnelle que l'on a avec notre partenaire. Donc, on est authentique avec soi, comme pour commencer. On cherche à être authentique avec l'autre de plus en plus. Le contrat étant pour moi l'expression ultime de cette authenticité-là, puisque là, on cherche vraiment à mettre à plat vraiment les différents points sur lesquels on souhaite qu'il y ait un travail qui s'effectue, tant de moi-même avec moi qu'avec mon partenaire. On peut prendre le temps de tout nommer ça dans le contrat, par authenticité toujours, pour arriver effectivement à faire en sorte que la relation puisse se construire sur de nouvelles bases qui nous soient plus profitables, tant pour moi que pour mon partenaire. Donc ça serait vraiment la base, je vous dirais, pour bien commencer une relation, pour bien relancer une relation, ce serait de commencer par ce processus-là. Alors, dans un contrat, évidemment, on pourrait aussi s'engager à faire la consultation. Par exemple, de mon côté, je pourrais aller voir un consultant, un thérapeute, pour effectivement me faire aider si j'ai trop de difficultés ou trop de problèmes que je n'arrive pas à régler et que je ne souhaite pas justement faire payer à mon partenaire ces problèmes que j'ai. Donc, je vais chercher justement à résoudre les problèmes avec un thérapeute pour éviter que mon partenaire subisse cette situation-là. Donc, vous voyez, c'est toujours dans un contexte de respect et d'amour que tout cela se fait. Et c'est ça qui fait que, justement, la relation peut, justement, trouver sens. Hein. On peut vraiment comprendre que deux êtres humains ont envie de se tendre la main. Ils ne sont pas parfaits ni l'un ni l'autre, mais ils ont une envie réelle de faire en sorte que la relation va pouvoir se construire. Et c'est là que ça peut, donc, devenir intéressant. Alors, évidemment, ce qui est important aussi de bien cerner dans tout cet aspect de l'authenticité, c'est évidemment de bien identifier la dynamique relationnelle avec laquelle nous sommes, avec notre partenaire. Cette dynamique relationnelle, bien évidemment, on l'avait déjà vu dans une conférence que je vous avais déjà présentée, mais je vais vous présenter très sommairement les grandes dynamiques qu'on peut retrouver. Il y a la dynamique fusionnelle. La dynamique fusionnelle, c'est deux êtres humains qui s'aiment, mais ils s'aiment tellement, quelque part, qu'ils n'ont pas de frontières. Donc, par moments, ils sont complètement fusionnels. Puis évidemment, ce que ça peut créer, cette fusion-là, c'est un inconfort parce qu'on ne peut pas être tout le temps fusionnel. Deux êtres humains ne peuvent pas être en fusion permanente. Donc, inévitablement, ils doivent faire leur propre vie, ils doivent faire leurs propres activités. Et quand on est très fusionnel, des fois, on va se léser dans nos propres activités personnelles parce qu'on va avoir l'impression qu'on va devoir donner plus d'importance à l'autre, on va devoir toujours se sentir lié à l'autre. Donc, on va s'empêcher quelque part d'être en accord avec soi. Donc, je pense que c'est très important, évidemment, de bien identifier cette problématique-là quand on l'a, pour bien comprendre effectivement que l'on doit donc développer une genre de structure, un genre d'organisation dans le temps, pour s'assurer effectivement qu'on ne va pas devenir finalement complètement dépendant de l'autre. Donc, on va peut-être se voir une fois par semaine, le week-end par exemple, progressivement, pour bien s'assurer justement qu'on va garder à quelque part un plaisir d'être avec l'autre, sans pour autant devoir se retrouver dans une position où on va perdre notre identité. Alors évidemment, là, c'est un exemple que je vous donne, de se voir une fois par semaine. Je ne dis pas que c'est la solution pour tous et chacun, mais ce serait certainement une solution pour certaines personnes qui auraient ce besoin d'avoir du temps pour eux et d'avoir un plaisir d'être avec l'autre sans se sentir brimé. Donc, peut-être que pour eux, se dire, on se voit le week-end, ça me convient parfaitement parce que la semaine, je suis très, très pris et j'ai vraiment besoin de toute mon énergie pour me concentrer. Si je te vois, à ce moment-là, je deviens complètement dépendant, je n'arrive plus à être capable de faire ce que j'ai à faire. Donc, j'aime mieux te voir que le week-end, ça va être mieux comme ça. Donc, on a un certain temps, on va faire ça comme ça. Encore là, dans le contrat, on va pouvoir le noter et évaluer progressivement comment ça évolue de cette façon-là. Donc ça, c'est la dynamique fusionnelle qui, évidemment, implique que, justement, les deux êtres humains vont devoir apprendre à renouer contact avec leur individualité,
à renouer contact avec leur espace intérieur, leur espace individuel. Ça me ramène donc à l'authenticité vers soi-même, où je prends conscience que je dois penser à moi et que je dois développer des activités avec moi seul pour prendre soin de moi et pour m'aimer et ne pas être constamment dépendant de la relation amoureuse. Ça, c'est une des dynamiques qu'on retrouve que j'ai retrouvé souvent dans ma pratique. Une autre dynamique qu'on va retrouver, c'est ce que j'appelle la résonance expansive. C'est lorsque deux êtres humains se rencontrent, mais ils se rencontrent en se voyant dans un futur, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent avec un projet de vie commun. Le projet de vie commun, quelquefois, peut être envisageable dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Vous comprendrez, lorsque deux êtres humains s'unissent avec un projet commun qui peut prendre un certain nombre d'années avant qu'il se concrétise, il y a un risque, évidemment, que ce projet-là devienne épuisant pour l'un et pour l'autre, puisqu'on ne le voit pas se concrétiser à court terme, on le voit se concrétiser à long terme. Donc, il y a des sacrifices qui sont nécessaires, et ces sacrifices-là, évidemment, peuvent nuire à la relation, puisqu'évidemment, chaque personne va faire des compromis importants dans sa propre vie personnelle au nom d'un projet commun qui n'est pas réalisé, qui n'est pas concret. Donc, c'est très important, encore une fois, ici, d'être bien attentif à l'idée que si j'ai envie de développer un projet commun avec un partenaire, ben ce partenaire-là, quelque part, on doit d'abord et avant tout reconnaître qu'on a d'abord et avant tout une individualité propre à chacun. Cette individualité, on doit d'abord et avant tout chercher à être bien l'un avec l'autre. Donc le projet commun peut être intéressant, peut être valable, mais ce projet commun-là doit être identifié comme étant une voie parmi d'autres, c'est-à-dire que je suis bien avec moi, mon partenaire est bien avec lui, je suis bien avec mon partenaire dans une relation amoureuse, très important, parce que lorsqu'on est dans un projet commun, on risque de ne pas valoriser suffisamment la relation plus personnelle qu'on a avec notre amoureux ou notre amoureuse. Donc, c'est important, évidemment, de bien mettre l'emphase dans cet aspect-là, donner de l'espace à ça. Et le projet commun, bon, on doit se donner des temps précis, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, selon le besoin, où on va vraiment chercher à mettre l'emphase dans ce projet commun-là, en reconnaissant que nous avons des projets individuels chacun de notre côté, et que ce projet commun-là va effectivement prendre existence ou pas, selon la motivation de chacun. Donc, dans ces conditions-là, on a bien compris que la relation ne repose pas sur un projet commun, mais elle repose d'abord avant tout sur une relation amoureuse, et que les projets communs font partie de cette relation amoureuse-là, mais pourraient aussi ne pas faire partie de la relation. Donc, on ne doit pas justement tout mélanger, parce qu'à ce moment-là, ça crée des situations où, en mélangeant tout, on peut vraiment se perdre dans tous ces projets-là, par exemple, et ne plus savoir exactement où est-ce qu'on se situe. C'est quoi nos émotions, c'est quoi nos sentiments envers l'autre. Hein, on le voit comme un collaborateur professionnel, on le voit comme un amoureux, on le voit comme ceci, on le voit comme cela. On n'arrive plus à discerner clairement les choses. Donc, c'est important, évidemment, de bien discerner justement les situations, de faire une séparation pour chacun de ces aspects-là, pour éviter de se retrouver dans une position où on se laisserait prendre dans un projet commun à un point qu'on perdrait simplement contact avec l'amour, justement. C'est un élément important également. Un autre aspect qu'on retrouve dans les relations, c'est la relation limitative que j'appelle, c'est-à-dire lorsque deux êtres humains se rencontrent et ils vont se retrouver dans une position où ils vont raisonner entre eux, mais d'une façon limitative, c'est-à-dire qu'ils vont raisonner avec des aspects d'eux qui correspondent à des blessures du passé. Par exemple, je me sens toujours abandonné et mon partenaire va actualiser ce sentiment d'abandon-là par un certain comportement qu'il a. Et puis moi, de mon côté, je vais actualiser une certaine dynamique aussi chez ce partenaire-là en réagissant d'une certaine façon. Par exemple, en m'accrochant à lui. Alors lui, évidemment, va revivre un sentiment d'envahissement qui va l'amener à s'éloigner davantage, par exemple. Donc là, on tombe dans une dynamique qui n'est pas constructive. Il faut bien comprendre cela, c'est que c'est une dynamique qui se répète, qui a déjà été vécue et qui va se répéter tant et si longtemps qu'on ne réglera pas le problème. Comment régler le problème maintenant? C'est là qu'on va commencer justement à se respecter, à se rappeler quelque part qu'on doit être honnête avec soi et qu'on a envie que notre relation repose sur des valeurs, des bases intéressantes. Donc, on va chercher justement à bien identifier quelque part que la relation d'amour qui existe entre moi et mon partenaire, par exemple, a une certaine composante, a une certaine compétence. Nous avons tous les deux une compétence à nous aimer naturellement. Nous avons également une compétence inconsciente à nous faire du mal, qui correspond à la résonance limitative. Donc, ce qu'on va chercher à faire ici, c'est vraiment donc de développer une relation amoureuse reposant sur les composantes positives de la relation, sur ce qui nous unit, et chercher justement à être très attentif à ce que toutes les composantes qui font que la résonance va se réactualiser, de chercher justement à en réduire le maximum
de situations qui favorisent cela. Alors donc, c'est tous les deux êtres humains qui vont être conscients de la dynamique et qui vont être tous les deux conscients que cette dynamique-là est malsaine et qu'elle les éloigne de l'amour et qui vont faire en sorte que cette dynamique-là, ils vont faire en sorte de ne plus être prisonniers de cette dynamique-là et ils vont chercher donc évidemment à se retrouver dans des positions où ça se produira le moins fréquemment. Alors, évidemment, c'est à court terme que je viens de vous donner une solution. À plus long terme, bien évidemment, chacun, vous allez devoir, comme je disais tout à l'heure, devenir responsable, de reconnaître votre responsabilité dans la dynamique et ensuite, évidemment, d'identifier quelque part un contrat avec votre partenaire dans lequel, effectivement, vous allez chercher à trouver des solutions communes. Les solutions communes, c'est important. C'est pas moi qui arrive avec une solution. C'est pas mon partenaire qui arrive avec une solution. C'est moi et mon partenaire qui arrivons à une solution commune, à une entente commune. Un contrat, c'est commun. C'est pas quelqu'un qui arrive avec des intentions et qui dit voilà ce que je veux. Non, c'est deux personnes qui arrivent en disant voilà ce que nous voulons et voilà ce que nous avons envie de mettre en place dans notre contrat commun pour permettre un changement de se faire. Donc, vous comprendrez que c'est important. Et c'est là, évidemment, qu'au point de vue individuel, nous avons un rôle. Quand on a surtout cette dynamique, quand on a des résonances limitatives qui se manifestent régulièrement, on a, nous, à quelque part, aussi un rôle à jouer en reconnaissant, évidemment, que nous avons des blessures que nous avons à soigner. Donc, nous avons à prendre soin de nous. Nous avons peut-être à consulter pour délier ces problématiques émotionnelles-là. Mais nous avons également à développer une conscience positive aussi par rapport à ce que nous voulons que notre relation soit. Donc, nous avons aussi à reconnaître justement quels sont les nouveaux comportements que nous pouvons déployer, développer pour développer une nouvelle relation. Alors, ces nouveaux comportements-là vont venir changer la dynamique parce qu'ils ne correspondront plus aux anciennes dynamiques, aux anciens patterns, aux anciens schèmes de comportement. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui va nous aider aussi à permettre un changement de se faire dans ces dynamiques limitatives qui peuvent être présentes quelquefois et qui ne sont pas souhaitables. Alors, évidemment, dans la pratique de l'écoute imaginaire, dans ma pratique en tant que thérapeute, on fait souvent un travail de déprogrammation qui va consister justement à transformer, à travailler sur des mémoires limitatives qui ont tendance à se répéter, à être un peu figées, et on va leur redonner de la vie, de la mobilité. Ce qui va faire que tout doucement, on va constater quel est le potentiel évolutif qui est derrière cette mémoire limitative-là. C'est-à-dire qu'à travers une expérience de vie depuis un certain temps, par exemple, si je me sens victime, que j'ai vécu une expérience à l'âge de 8 ans où j'ai été victime dans mon origine de problème, ben c'est évident que la déprogrammation va consister à travailler sur cette mémoire de 8 ans-là, mais à travailler sur tous les comportements que j'ai développés de victime depuis ce temps-là, qui vont faire que progressivement, je vais conscientiser de plus en plus clairement en moi un nouveau comportement qui se cache derrière l'image de victime, qui est par exemple un désir de m'affirmer que je n'ai jamais osé faire parce que j'étais toujours convaincu que personne ne m'écouterait. Donc en étant conscient de ça, ben, je commence à me donner le droit d'exprimer ce que j'ai à dire, même si je n'ai pas l'impression que je serai écouté. Et si je le dis à mon partenaire, ça, si je lui fais part de cette dynamique-là à mon partenaire, ben, je lui donne l'opportunité à mon partenaire de devenir conscient de cette fragilité que j'ai et d'être davantage attentif à ce besoin que j'ai d'être entendu. Donc, c'est là qu'on développe une relation amoureuse vraiment très puissante et très forte. Et évidemment, ça demande évidemment que deux personnes aient envie de faire un travail d'amour, un travail où ils se tendent la main avec beaucoup d'intentions nobles et amoureuses pour favoriser cette transformation-là, ce nouveau type de comportement-là prendre forme. Mais, comme c'est les relations amoureuses, le thème d'aujourd'hui, bien évidemment, on doit envisager évidemment que lorsqu'on aime et qu'une autre personne nous aime, il est certainement possible de croire qu'on puisse arriver à avoir cette grande capacité de compassion et d'amour envers l'autre pour lui donner l'autorisation d'exister d'une façon pleine et entière, de lui donner sa pleine mesure, sa pleine place, tout en acceptant que nous-mêmes, on n'a pas à lui donner notre place parce qu'elle prend sa place, qu'on ait notre place aussi. C'est vraiment l'objectif qu'on doit se donner dans une relation amoureuse. L'autre dynamique qu'on va retrouver, c'est ce que j'appelle quelquefois une résonance non synchronisée, c'est-à-dire que deux êtres humains se rencontrent et ils ont des attentes différentes. Un va, par exemple, capter quelque part que son partenaire est quelqu'un, justement, qui aurait envie d'une relation très, très légère, sans trop de complications. Et l'autre personne, ben, capte de cette personne-là, justement, qu'elle a envie, quelque part, d'une relation très, très intense ou très passionnelle, je dirais. Alors, deux personnes se rencontrent, ils ont une attraction, mais en même temps, ils ne vivent pas au même endroit. Comment ça se fait?
C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'en tant qu'être humain, nous sommes tous complexes, nous avons tous des facettes différentes en dedans de nous-mêmes. Nous ne sommes pas unifiés en un seul morceau unique. Nous avons des parties qui sont quelquefois même dissociées. Et lorsque deux êtres humains se rencontrent, il est possible qu'un individu va vibrer avec une région de mon corps avec laquelle je vais avoir, par exemple, des désirs futiles, des désirs légers, d'être en relation d'une relation peut-être plus légère, plus simple, plus facile, sans me casser la tête. Et que moi, je résonne avec cette autre personne-là avec une autre facette d'elle qui a une envie d'être en relation, d'une vraie relation plus profonde, plus sérieuse, etc. Donc vous allez me dire, mais comment ça se peut? Deux êtres humains peuvent pas, ça ne pourra pas fonctionner cette relation-là. Je vous dirais que c'est possible que cette relation fonctionne dans la mesure où ces deux individus-là vont être capables de communiquer. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de mettre à jour qu'ils ont reconnu à quelque part des composantes que chacun possède, mais c'est comme si on les reconnaissait, puis en même temps, on ne vibrait pas au même endroit. Donc, le fait de le communiquer vont faire en sorte que chacun des deux individus vont dire effectivement, c'est ce que j'ai une facette de moi qui est comme ça, effectivement, j'ai une autre facette de moi qui est comme ça. Et on va être capable de reconnaître justement progressivement c'est vers quoi on tend, vers quoi on se dirige. Parce que c'est pas parce que je résonne, j'ai une attraction envers quelqu'un avec une première émotion, une première sensation, une première image de cette autre personne-là, que cette première image-là va rester figée à jamais dans la relation amoureuse. Elle peut évoluer. Alors, le fait d'en parler avec mon partenaire m'amène peut-être à prendre conscience que, par exemple, les sentiments futiles que j'avais envers cette personne-là, c'est-à-dire le sentiment que la relation pouvait être légère, etc., cache une peur en moi de me retrouver avec une relation plus sérieuse, plus profonde, etc. Tout comme mon partenaire qui peut avoir vibré avec moi avec cette idée de profondeur plus sérieux, ben peut-être me fait prendre conscience, lui fait prendre conscience que c'est une personne qui est très sérieuse, puis peut-être qu'elle a avantage à se synthétiser avec quelque chose de plus léger. Donc vous voyez qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires quelquefois de faire, qui font que deux êtres humains sont en apparence avec des intentions différentes, mais que quand on commence justement à communiquer, à parler, à trouver des liens d'attache entre nous deux, ben on constate effectivement qu'il y a une relation potentiellement fort intéressante qui peut en résulter et qui peut être fortement évolutive. Donc vous comprendrez ici que les relations amoureuses, évidemment, reposent donc vraiment véritablement sur ce fameux élément relié donc à l'authenticité que j'ai avec moi-même, l'authenticité que j'ai avec mon partenaire, ce qui veut donc dire que moi et mon partenaire, nous devons avoir des intentions nobles, devons avoir des intentions les plus positives dans la relation et que nous allons chercher effectivement à être le plus vrai possible dans la relation. C'est sur quoi la relation va pouvoir se reposer, va pouvoir se bâtir. Un autre élément dont j'aimerais vous parler dans la relation que j'ai vu énormément souvent, c'est pourquoi j'aimerais vous en parler un peu, c'est concernant des fois, on a l'impression d'avoir devant nous l'âme sœur. On a l'impression quelquefois que cette femme-là ou cet homme-là, c'est l'homme de notre vie. C'est la femme de notre vie. Et on part à ce moment-là sur l'idée de ce ressenti qu'on a dedans de soi, puis qu'on est tellement convaincu de ce ressenti-là, qu'on ne va jamais le remettre en question et on va travailler effectivement pour nourrir ce sentiment-là et faire que la relation puisse aller dans le sens de ce qu'on voudrait qu'elle soit, c'est-à-dire que cette autre personne-là soit notre âme sœur ou je ne sais quoi. Alors, il y a un danger là-dedans, parce qu'on n'est plus dans notre authenticité quand on est comme ça. Quand on a ce sentiment-là, c'est bouleversant. C'est bouleversant parce que j'ai l'impression que la personne qui est devant moi, c'est la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, donc je vais tout faire pour garder contact avec cette personne-là et faire en sorte que la relation puisse se bâtir en harmonie avec ce que j'ai envie qu'elle soit, c'est-à-dire que cette personne soit vraiment la personne de ma vie. Vous comprendrez ici que quand on commence à se construire un bateau, je dirais, c'est-à-dire qu'on commence à se construire une idée dans notre tête, on n'est plus dans notre authenticité, on n'est plus en train de tenir compte de moi, on n'est plus en train de tenir compte de l'amour que j'ai pour moi-même. On n'est pas en train de regarder l'autre avec une justesse. On est en train de regarder l'autre avec les lorgnettes, les lunettes de quelqu'un qui s'imagine que la personne qui est devant lui est la personne la plus merveilleuse qui soit pour lui. Alors, en partant de cette réalité-là, qui est peut-être vraie en partie, mais inévitablement, elle ne sera pas vraie en totalité, parce que dans la relation, à mesure que ça va évoluer, on va être confronté à devoir constater que notre partenaire va révéler des facettes de lui qui ne seront peut-être pas parfaitement en harmonie avec nous, et il est certainement souhaitable, en quelque sorte, que l'on soit capable justement de poser un regard sur cela, qu'on voit effectivement la réalité que la relation, même si la personne elle est merveilleuse pour nous, elle puisse avoir des différences ou des résistances, des problématiques qui peuvent nous déplaire ou qui peuvent nous déranger. Alors plus on apprend à être capable de faire face à cela, plus on est capable justement
de se sortir du fantasme, de se sortir des illusions qu'on a pu créer à l'intérieur de soi-même, pour être capable de vraiment donner leur juste à notre propre individualité, donc à nous-mêmes, et donner leur juste à notre partenaire pour que la relation puisse prendre forme de la façon la plus efficace possible. J'ai souvent vu ça, moi, des gens qui venaient me voir me disant « Ah, je sais que c'est l'homme de ma vie » ou « Je sais que c'est la femme de ma vie, j'ai senti en moi ». Et malheureusement, je constatais aussi que très fréquemment, ces gens-là qui avaient ces ressentis-là, qui étaient convaincus, mais constataient que quelques temps plus tard, la relation n'avait pas pris la forme qu'ils avaient souhaité au départ. Donc, je vous dis ça simplement pour faire comprendre que dans une relation amoureuse, l'essentiel, c'est vraiment les bases que je viens de vous donner, je pense, pour arriver à des résultats satisfaisants. C'est un respect mutuel où on va chercher justement à reconnaître nos propres limites, à reconnaître les limites de notre partenaire, à mettre en place des ententes qui peuvent s'apparenter à des contrats, qui vont faire qu'on va progressivement arriver à faire confiance à notre partenaire, puisqu'il va nous démontrer qu'il a l'intention que la relation fonctionne. Nous allons lui démontrer la même chose, et c'est de cette façon-là que le plus de chances possible qu'une relation amoureuse puisse se développer adéquatement. Donc voilà, c'est en quelque sorte un peu cette petite conférence que je voulais partager avec vous, en préparation à la Saint-Valentin pour certains, et peut-être pour durant toute l'année pour d'autres, selon la période de temps où vous visionnerez cette conférence. Alors je vous remercie. Alors je vous dis donc à très bientôt. Je vous souhaite une belle Saint-Valentin et de très belles journées. Et de toute façon, si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur le sujet, vous avez le site de l'écoute imaginaire que vous pouvez visiter, www.écouteimaginaire.com. Alors, je donne des enseignements tant au Québec qu'en Europe. Et évidemment, régulièrement, je propose des petites conférences comme celle que je viens de vous proposer. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.